Gromyko construit une doctrine autour de l'exploitation des faiblesses occidentales. S'ils poussent trop fort, vous restez ferme. S'ils compromettent trop rapidement, vous en exigez plus. Il considérait que l'Occident était fragmenté, incohérent, et donc il traitait les négociations comme un jeu à la somme nulle, où le temps lui-même est une arme. C'est exactement la façon dont Vladimir Poutine aujourd'hui opère. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier, la délégation américaine à Moscou n'a pas obtenu d'avancée significative quant au plan de paix en Ukraine. Oui, absolument. Pourtant, tout avait été, on va dire, les formes avaient été mises. On a vu cette délégation arriver en grande voiture noire depuis l'aéroport. Ça a été largement commenté toute l'après-midi. La sortie avant d'aller au Kremlin, classique, parce que comment Steve Witkoff fait souvent ça quand il va à Moscou, il en est à son 9e séjour, déjeuner dans un restaurant avec Kirill Dmitriev, qui est son homologue dans la négociation russe, également était convié à cette rencontre Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, et puis ensuite tout ce beau monde va au Kremlin, où on s'enferme pendant 5 heures face à face avec Vladimir Poutine, aussi également Yuri Uchakov, qui est le conseiller international de Poutine, et on discute. Alors, ce qui est intéressant, il y a du bon et du mauvais dans cette négociation. Il n'y a pas d'accord, en effet. Est-ce que c'était prévisible ? Sans doute que oui, au vu des avancées des Russes sur le terrain en ce moment, au vu du scandale de corruption qui atteint Zelensky et qui le fragilise. On sent que les Russes veulent jouer la montre pour potentiellement obtenir la capitulation de l'Ukraine sur le terrain, ou qu'il y ait des avancées majeures subitement, et que Zelensky, lui, soit empêtré en fait au maximum. C'est-à-dire que l'adversaire doit être dans une position de faiblesse, et Poutine n'est pas prêt à lâcher, donc il n'est pas prêt à arrêter la guerre. Ça paraissait assez évident. Maintenant, ce qui est le positif, c'est que très peu de choses, justement, ont sorti de l'exacte teneur de la négociation. On sait que ça a trait évidemment à la question des cessions de territoire, de ce que les Russes veulent et de ce que les Ukrainiens seraient prêts à accepter sur ce principe. Il y a également la question des garanties de sécurité, on l'a commenté depuis très longtemps, sur lesquelles les Russes sont extrêmement sourcilleux, à savoir est-ce que ça ne va pas être à leurs frontières une forme d'adhésion à l'OTAN déguisée de la part de l'Ukraine. Donc tous ces deux points-là, il y en a plein d'autres, la taille de l'armée ukrainienne aussi rend les Russes particulièrement nerveux. Ils veulent maintenir un certain nombre ils veulent exiger à l'Ukraine d'avoir une armée d'une taille définie. Tout ça, évidemment, a dû être largement commenté, mais c'est surtout la façon dont les Russes ont l'habitude, finalement, de creuser, de vraiment travailler le détail. Et ce qui est intéressant, je lisais ce matin une comparaison qui a été faite sur la façon dont les diplomates russes travaillent historiquement, et ce papier reprenait l'exemple d'Andrei Gromyko. Gromyko, c'est presque d'ailleurs son fils est ambassadeur russe en Afrique. C'est une famille de diplomates russes traditionnels qu'on appelait à l'époque, puisque c'était l'ambassadeur russe à l'ONU, Monsieur Niet, parce que c'était lui qui systématiquement, quand il y avait des négociations avec les Américains, disait Niet, disait non, etc. Mais Gromyko, il y a la doctrine Gromyko qui en est sortie de tout ça, et c'est intéressant parce qu'on va voir qu'elle s'applique également avec Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de dire, de tenir fermement et d'être absolument intraitable lorsque la Russie est quelque part acculée, et lorsque par contre le camp d'en face connaît des difficultés, et en particulier lorsque celui-ci est divisé. C'est-à-dire que les Russes savent et ont parfaitement intégré dans leur réflexion le fait que les Occidentaux arrivent en ordre dispersé,
que les Américains cherchent une chose qui n'est pas la même chose que les Européens, et même parmi les Européens, vous avez un Orban d'un côté, une Meloni de l'autre, le trio Merz, Starmer, Macron, et en même temps une sorte d'oligarchie européenne incarnée par Kaja Kallas et Ursula von der Leyen, et tout ça finalement est totalement dissonant. Et donc les Russes, quand en fait, la doctrine Gromyko consiste dans ce cas à faire durer comment, je vais en donner une définition exacte, à faire durer le propos. Gromyko construit une doctrine autour de l'exploitation des faiblesses occidentales. S'ils poussent trop fort, vous restez ferme. S'ils compromettent trop rapidement, vous en exigez plus. Il considérait que l'Occident était fragmenté, incohérent, et donc il traitait les négociations comme un jeu à la somme nulle, où le temps lui-même est une arme. C'est exactement la façon dont Vladimir Poutine aujourd'hui opère. Le temps est une arme, et pour lui, il a tout le temps. Il y a aussi une dimension qu'il exploite énormément avec Trump, c'est l'exigence de résultats immédiats. Ça, les Russes sont dans le temps long, ils font partie des peuples asiatiques comme les Afghans, comme les Chinois, qui intègrent cette notion de temps long. Nous, occidentaux, et en particulier Donald Trump, qui est peut-être le plus, c'est peut-être son péché mignon à Donald Trump, c'est cette exigence de dire, voilà, on est fort, on négocie, on obtient un résultat tout de suite. En fait, non. Et ça explique beaucoup pourquoi la négociation est aujourd'hui, on va dire, la paix se fait attendre, et pourquoi, finalement, il faudra encore beaucoup d'autres négociations avant d'arriver à un résultat peut-être, je peux pas, au point qu'aujourd'hui, bien malin serait celui qui saurait évaluer le moment où la paix sera conclue en Ukraine. Hier, les négociateurs côté américain, Witkoff, Kushner, ont cette caractéristique d'être des dealmakers. Dealmakers, pardon, mais bravo pour l'accent. Pourrions-nous évoquer l'aspect économique de ce plan de paix ? Alors, l'aspect économique, il existe depuis le début. On l'a oublié un petit peu, mais dans les premières négociations entre les Russes et les Américains, le moment où ils se sont retrouvés, c'était à Jeddah au début de l'année, je crois en janvier dernier. Il y avait 5 rounds. Il y a eu 5 rounds de négociations. Au départ, la première prise de contact s'est faite entre la délégation américaine et la délégation russe. C'était déjà assez historique, mais il n'y avait pas l'Ukraine dedans, hein. C'est venu après. Mais au début, il y avait 5 rounds de négociations. Un seul de ces rounds concernait l'Ukraine. C'est dire que les 4 autres concernaient d'autres négociations, et évidemment l'aspect commercial, l'aspect les promesses de contrats, l'après-Ukraine, puisque évidemment tous ces promesses d'accords, etc., jusqu'à cette évocation par Donald Trump lui-même, lors d'une de ses conversations avec Poutine, de faire construire une Trump Tower à Moscou. Donc on va quand même très loin dans les affinités. Mais en tout cas, il y a évidemment ce qui intéresse les Américains en premier lieu, c'est la manne, on va dire, pétrolière, énergétique, que peut leur ouvrir la Russie, le retour d'Exxon, premier groupe pétrolier au monde qui exploitait avant la guerre à hauteur de 3% du pétrole produit par Exxon était directement lié à la Russie. Ils ont perdu énormément en quittant le marché à cause des sanctions. Donc on sent bien qu'un certain nombre d'entreprises américaines piaffent à l'idée de revenir en Russie, et l'inverse c'est vrai, même si les deux pays n'ont pas eu non plus, ne sont pas vraiment dépendants l'un de l'autre. Mais si vous voulez, il y a des promesses d'investissement, il y a des promesses autour des terres rares aussi, très importantes, parce que ce qui est en train de se jouer, et pourquoi quelque part Donald Trump a perdu son bras de fer avec la Chine, c'est qu'il a bien compris qu'il avait beau menacer de pratiques de tarifs douaniers exorbitants à l'endroit des Chinois, il serait perdant à la fin, parce que les Chinois ont trop d'avance. Ils ont trop d'avance, notamment sur les terres rares, puisqu'ils exploitent 90% des terres rares du Congo en Afrique. Donc, si vous voulez, ils ont pris une longueur d'avance que les Américains auront du mal à combler. Et
Donald Trump ne renonce pas à cette idée qui a été savamment décrite par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, c'est de faire que la Russie et la Chine se détachent, ou en tout cas que... Alors, il aura fort à faire, parce qu'on a oublié que au moment de la négociation, pile au moment de la négociation entre Witkoff et Poutine hier, Witkoff, Kushner, Poutine, s'est produit une rencontre à Moscou entre Shoigu et le ministre des Armées chinois pour discuter de nouvelles coopérations militaires. Est-ce que le timing a été choisi pour coïncider? Mais en tout cas, le message de la part des Chinois, il est bien là. Parce que ce que veulent faire les Américains avec les Russes, c'est, on va dire, conclure des affaires, faire des deals très importants, avancer sur cette donne, parce que c'est pour ça que la donne économique est très importante. Pour Trump, il y a presque que ça. On peut accuser Trump d'être amoral, immoral, de fouler aux pieds les traités, de n'en avoir que faire du droit international. Ce qui l'intéresse, c'est de faire des affaires en premier lieu, et de faire coïncider, ça a toujours été son optique, bon, c'est Trump, il est comme ça, c'est de faire coïncider business et diplomatie. Voilà. Et il propose, il va même jusqu'à dire, je suis contre la guerre, faisons des affaires plutôt que faisons la guerre, ou affrontons-nous économiquement, plutôt qu'il y ait des morts sur le champ de bataille. Ça, c'est la philosophie globale de Trump. Mais hier, donc, il y avait cette rencontre entre Shoigu et le ministre chinois de la Défense. Shoigu étant aujourd'hui à la sécurité nationale russe, il n'est plus ministre de la Défense, mais c'est quand même un des gros poids lourds. Il reste un des poids lourds du Kremlin. Et donc, avancer la coopération veut dire que les Chinois ne sont pas prêts de se détacher des Russes, que leur alliance, qui ne va pas jusqu'à fournir de l'armement sur le champ de bataille, mais qui fournit des batteries pour les drones, des centaines de milliers de kilomètres de fibres optiques pour les drones, tout un tas de matériel qui est fourni, matériel indirectement, qui n'est pas un matériel militaire, mais qui va être utilisé par les Russes dans un usage militaire. Tout ça fait que l'idée de Trump, pour revenir à Brzezinski, c'est d'obtenir par les deals faits avec la Russie un accord et de, quelque part, de détacher la Russie de la Chine, parce que ce qui est écrit dans le grand échiquier, je précise quand même que Zbigniew Brzezinski est un personnage qui est peut-être un des premiers néoconservateurs américains. Il écrit dans son livre, que tout le monde cite mais personne n'a lu, il écrit dans son livre que la pire chose qui puisse arriver aux États-Unis et au monde occidental, c'est que la Russie tombe dans les bras de la Chine. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce sur quoi Donald Trump voudrait agir pour pouvoir avoir accès, évidemment, à des ressources, etc. Aux terres rares aussi, les Russes en ont pas mal, les Ukrainiens en ont, mais bon, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Donbass, il y a beaucoup de terres rares que les Russes ont prises aussi aux Ukrainiens. Donc voilà, on est un peu dans cette optique où la dimension business n'est jamais secondaire, elle est même première, et les discussions sur l'Ukraine et la possibilité de régler ce conflit pour Trump, l'impatience de Trump autour du règlement de ce conflit vient du fait qu'il a envie de commencer une nouvelle ère d'affaires avec la Russie pour la détacher de la Chine. Régis, revenons sur cette déclaration de Vladimir Poutine avant la réunion, je cite « Nous ne prévoyons pas de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois, mais si l'Europe veut soudainement faire la guerre, et la commence, nous sommes prêts tout de suite. » Cette déclaration, Régis, a largement été commentée hier sur les plateaux télé, évoquant une véritable menace russe. Comment est-ce que vous le traduisez ? Écoutez, je suis un peu surpris. Je vais encore citer un exemple qui m'a sauté aux yeux ce matin, le très sérieux journal Les Échos, qui dit « Poutine se dit, entre guillemets, prêt à faire la guerre à l'Europe ». Une déclaration choc, commente Les Échos, visant à effaroucher l'opinion publique occidentale. Vous venez de citer, la phrase que vous venez de citer n'est pas du tout cette phrase-là. Moi, j'ai un problème, parce que Les Échos, c'est pas un blog complotiste dans un coin. Ça fait partie de ces journaux qui obtiendront le label, probablement, d'Emmanuel Macron. Mais comment justifier que des journalistes aujourd'hui soient aussi, sauf à être
prise de parti, ce qui est évidemment le cas. Mais c'est pas du journalisme, ça. On ne peut pas dire Poutine se dit prêt à faire la guerre à l'Europe. Il dit qu'il est prêt, mais il dit nous ne prévoyons pas de faire la guerre à l'Europe. Donc là, il y a un vrai problème, il y a un vrai biais. Les labels proposés par Emmanuel Macron sont des gages de sérieux contre les fake news. Clairement, il s'agit d'une fake news, même s'il y a un message de la part de Poutine qui dit, à force de tenter d'enrayer le processus de paix, finalement, peut-être que c'est vous qui avez envie de faire la guerre, et si vous avez envie de faire la guerre, nous la ferons. C'est comme ça qu'il faut expliquer la chose, et je pense que c'est important aujourd'hui dans le cadre actuel de bien fixer, notamment autour de cette réflexion qu'a commencé Emmanuel Macron sur, on va dire, une façon de régenter les réseaux sociaux et le monde des médias en général. Moi, personnellement, je trouve ça très inquiétant, parce que on sent bien, Emmanuel Macron explique que ce ne seront pas les politiques qui vont dire si tel ou tel mérite d'être dans le vrai, donc il n'y aura pas de ministère de la vérité, comme certains l'ont dit, mais nous laisserons à des professionnels le soin de décider qui est bon et qui est pas bon, qui dit des fake news et qui dit des infos exactes, vérifiées, etc. Ça, clairement, ce n'est pas c'est une fake news. Donc là, on a quand même un petit problème interne, et il va falloir qu'Emmanuel Macron s'explique sur qui va donner le label, etc. Et bon, on voit bien que la fake news de quelqu'un et l'info vérifiée de l'autre, tout ça est quand même extrêmement suspect. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois, et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets, en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système, et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité, la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Mais au-delà des échos, hier soir, tous les plateaux télé des chaînes d'information continue titraient « Vladimir Poutine menace l'Europe ». Sur cette déclaration en tant que telle, comment est-ce que vous l'analysez ? Moi, je pense qu'actuellement, disons qu'il n'y a pas autant d'analyse quand... Enfin si, il y a de l'analyse quand Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, explique que la France doit être prête à perdre ses enfants, qu'on va créer un choc, il va y avoir un choc avec la Russie d'ici 3-4 ans, qu'Emmanuel Macron dit non, on va pas envoyer, mais on va quand même recréer un nouveau service militaire volontaire. Service militaire volontaire, c'est un rétablissement du service militaire. Ah oui, mais attention, ces volontaires ne serviront qu'en France. Oui, enfin, jusqu'à ce qu'on décide du contraire, voilà. Toute cette petite musique guerrière, ces bruits de bottes qu'on entend, elles sont souvent prononcées par, on va dire, nos hommes politiques, et en particulier nos dirigeants. Il y a quand même chez Emmanuel Macron une sorte de... Quand on remarque, quand Donald Trump et les Américains proposent de faire redémarrer le processus de paix, systématiquement, vous avez Emmanuel Macron qui va dire « Attention, la Russie
qui est menaçante, c'est elle qui s'oppose au plan de paix. Non, là, c'est pas elle qui s'oppose au plan de paix, c'est elle. Au lieu d'applaudir comme Volodymyr Zelensky l'a fait, parce que là, on a bien compris que Zelensky, c'est sa carrière, c'est l'avenir de son pays qui se joue. Donc, il a quand même compris qu'il ne peut absolument pas ignorer Trump. Mais Emmanuel Macron fait comme si ça n'existait pas et continue à pointer du doigt les menaces qui viendraient de la part des Russes. Donc, on est quand même dans une sorte et on revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire la désorganisation totale des Occidentaux sur laquelle les Russes donnent quand même l'impression de jouer sur du velours. Régis, revenons à la réunion d'hier. Elle constitue une énième rencontre officielle entre délégations russes et américaines. Sans issue, est-ce qu'on peut vraiment croire en une issue diplomatique ? Écoutez, je pense que ce conflit a bientôt 4 ans, on aura 4 ans en février. Le propre des guerres, c'est qu'elles se sont toujours décidées sur le champ de bataille. Il n'y a pas une guerre où on a dit on va arrêter la guerre et puis on va... Non, il y a forcément un vainqueur et un gagnant. Et les Russes sentent aujourd'hui qu'ils ont le vent en poupe et qu'ils peuvent obtenir la capitulation de l'Ukraine, ou en tout cas avoir gain de cause sur les territoires qu'ils convoitent, par leur armée, plus que par la négociation. Je pense que les Américains l'ont compris aussi. Cette dimension-là, les Américains sont prêts à faire beaucoup d'aménagements vis-à-vis des Russes. Ça se voit, le plan en 28 points, Witkov-Dimitriev, il n'est pas sorti comme ça du chapeau d'un magicien. Il a été évidemment préparé. Il ressemble d'ailleurs à un contrat à l'américaine avec des clauses d'annulation de précédentes clauses. Enfin, vraiment, c'est un contrat très business, on a l'impression, avec quelques naïvetés à l'américaine, évidemment, que les Russes aussi exploitent. Ils savent très bien, ils connaissent très très bien la candeur des Américains prêts à s'enthousiasmer. Mais non, la vérité, elle est là, c'est que le côté triste pour l'Ukraine, c'est d'avoir résisté aussi intensément pendant près de 4 ans, alors que ça devait être une opération qui devait se régler en 3 ans. D'ailleurs, on a oublié que les Russes ont commis quand même énormément d'erreurs en conduisant cette fameuse opération spéciale, et que Vladimir Poutine, la première année en tout cas, a été soit mal informé sur le fait que globalement, les Russes s'attendaient à ce que 70% des Ukrainiens aillent de leur côté et 30% résistent. En fait, ça a été l'inverse. Donc voilà, maintenant, ils ont établi leur autorité sur peut-être les 30% qui sont avec eux, c'est-à-dire l'Est et des zones russophones très marquées. Mais clairement, les généraux de Poutine, ses services de renseignement, lui ont menti. Et je me souviens d'ailleurs qu'un militaire russe qu'on avait rencontré dans la région de Kherson nous avait dit on n'a pas vu que l'Ukraine avait pour partie s'était éloigné de la Russie en termes d'adhésion. En 91, les circonstances étaient complètement différentes, mais on n'a pas vu que l'Ukraine s'était écartée. On l'a mal évalué. C'est ce qu'on avait dit un militaire. Là, vous avez un général aussi qui s'est exprimé. J'ai oublié son nom malheureusement en Russie. Il y avait un blogueur russe qui avait dit ça aussi, et que la première année. Alors l'Ukraine ensuite, la Russie a appris de ses erreurs. Après l'offensive ukrainienne à l'est de Kharkov, le retrait russe de Kherson, les Russes ont bétonné leur ligne arrière, ont fait une ligne de défense infranchissable et sont partis, ont appris de leurs erreurs de façon assez rapide, ce qui est très rare pour une armée, d'être aussi, finalement, de faire le constat et ensuite d'agir sur le terrain. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. L'Ukraine ne va pas gagner cette guerre. Et le pire, c'est pour ça que je dis que c'est triste, c'est que le pire, c'est que dans 6 mois, ça sera pire.
C'est-à-dire, là, on reporte encore le processus de paix ou la négociation au risque que Trump, finalement, s'en désintéresse. C'est-à-dire laisse le truc encore filer. Il y reviendra. De toute façon, les négociations, les bases sont posées. On sait exactement les points d'achoppement, où il y a conflit et où il n'y a pas conflit. Maintenant, voilà, moi je suis prêt à parier que dans 6 mois, on peut avoir franchi un point de non-retour, voire une progression des Russes significative dans des zones peut-être même menacées Odessa et Kharkov. Voilà, c'est une possibilité. Vovchansk, qui est au nord de Kharkov, est quasiment conquise au même titre que Pokrovsk. Donc la conquête de Pokrovsk menace directement Slaviansk et Kramatorsk. Celle de Kupiansk est un peu plus compliquée, mais visiblement, c'est aussi une ville qui va tomber. Et Vovchansk, qui est au nord, les Russes en ont conquis l'intégralité. Et ça va être quoi? Après Vovchansk, c'est Kharkov. Voilà. Donc on est sur des hypothèses où les Russes pourraient avancer bien plus largement. Je précise qu'ils ont conquis dans les 3 derniers mois plus de 5000 km² de territoire ukrainien. Ça commence à peser, ça commence à devenir significatif. On ne peut plus parler comme on parlait jusqu'à présent. Vous savez, dans les émissions, on disait les Russes grignotent sur le front. Là, aujourd'hui, on ne peut plus parler de grignotage. C'est des pans entiers du pays. J'ajouterais pour terminer que ce qui est en train de se passer dans l'oblast de Zaporijjia est très intéressant parce que là, les lignes de défense ukrainiennes ne tiennent pas le coup. Les Russes sont à 20 km de Zaporijjia, à 20 km des faubourgs de Zaporijjia. C'est très près. Alors la ville est bien défendue, mais oui, peut-être que dans quelques semaines, on entendra parler du siège de Zaporijjia. Et également, pour terminer, sur la ville de Goulaïpol, où là, c'est probablement une ville qui va tomber très prochainement, avec des avancées très significatives des Russes, avec un relief plutôt à leur avantage, c'est-à-dire plat, à la différence du Donbass, qui est un relief très encaissé, avec des collines, etc., et qui présente plus de difficultés et qui offre plus de points d'appui pour établir des lignes de défense. Ce n'est pas le cas dans l'oblast de Zaporijjia. C'est d'ailleurs dans cette oblast-là que la contre-offensive ukrainienne de 2023, qui avait échoué, espérait percer à cause justement du relief et de la géographie pour conquérir Mélitopol, aller jusqu'à Berdiansk et Mariupol et essayer de couper l'occupation, les territoires occupés par les Russes en deux. C'était l'objectif de la contre-offensive de 2023 qui a échoué. Bien aujourd'hui, on est à l'inverse, c'est-à-dire que l'offensive des Russes, se déroule beaucoup plus facilement dans cette zone à cause du relief. Merci Régis. Merci Aïcha.